Bonsoir tout le monde. Je vais juste savoir avant, est-ce que il y en a qui utilisent ES6 dans leur... Enfin déjà qui fait du backbone. Tout le monde fait du backbone, ok. Bon, c'est pas mal. Et qui est passé en ES6 avec backbone? Sérieux, personne? Ok. Bon, je vais faire cette présentation parce que du coup, moi, je me suis posé la question il y a quelques temps de passer mon code backbone en ES6. Et j'ai eu quelques petites surprises. Donc je vais vous en parler ce soir. Donc d'où le titre, hein, Easy Win ou Epic Fail. Et pour ça, je vais vous faire un peu de code, je vais vous montrer du code. Alors c'est du code marionnette, mais bon, backbone marionnette, c'est à peu près la même chose. Donc ça, c'est mon code aujourd'hui. En fait, j'ai une petite application de Bootstrap dont je me sers pour commencer tous mes projets. Donc qui ressemble à ça, c'est un truc tout bête, c'est ça. Où il y a un message qui revient d'un channel. J'ai un message qui vient d'un serveur, et je clique, et il y a un message qui s'en va. C'est pour tester les événements, les listeners et compagnie. Donc ça, c'est la vue qui affiche ceci. Tu vois pas? C'est bon. Vous avez fait déjà comme de S6? Tous, à peu près, vous savez à peu près la syntaxe? Ok. Donc juste pour aujourd'hui, la stack c'est du, c'est pas hyper hype, c'est du gulp avec browserify. Donc voilà, je fais un gulp serve et je lance mon serveur et il écoute et voilà. Donc la première chose que je vais faire, c'est passer, je préfère cette syntaxe là, faire des imports au lieu de require. Ça change. Hop, voilà, je trouve ça plus joli, ça fait à peu près comme du Java. À peu près. Hop, chez les deux, voilà. C'est juste parce qu'on a dit Osmani, là, c'est le débat justement avec un copain à lui. Ouais. Il aurait dû être là ce soir. Bref. Ensuite, c'est quelque chose qui est assez sympa dans S6, c'est les classes. Et moi, donc, quand j'ai commencé, j'ai fait, bon, bah, on va essayer d'écrire, comme il y a le mot extend ici, bah, je me dis qu'on pourrait peut-être écrire un truc comme class welcome view. Hop. Extend marionnette.itemView. Un truc comme ça. Hop, on retire. Voilà. Et aussi, on peut faire, de toute façon, je crois qu'on peut faire ça avec... non, c'est pas celui-là. Voilà. On peut faire directement itemView comme ça, et on n'a plus besoin de marionnette. Après, j'avais un petit problème, c'est que dans les classes, on ne peut pas mettre de propriété. Ça, c'est la 6 qui nous interdit de faire ça. Du coup, je me suis dit, bah, je vais les foutre dans le constructeur. Comme ça, en faisant un constructeur, hop. Il faut appeler le super qui appelle itemView. Hop. Et ensuite, je vais faire un truc du genre this.model est égal à... Hop. Voilà. Ah, le point virgule. Et on va faire la même chose pour tout cela. Je crois que j'ai fait un const test. Voilà. Touc. Et ensuite, les fonctions. Alors, on va pas faire le... voilà, comme ça. Les fonctions, on peut les écrire du coup d'une manière beaucoup plus simple en faisant juste ça. Tac, tac, tac. Voilà. Et à la fin, on fait... Une autre syntaxe pour faire ça, c'est export default. Et puis oui, il n'y a pas ces saloperies de virgule entre chaque. Voilà, là je crois que j'ai un code qui est à peu près ES6 compatible. En tout cas, j'ai pas d'erreur. Alors par contre, je crois que mon Babel, lui, il aime pas. Parce que du coup, j'ai pas de Babelify. Pour faire ça, du coup, je vais importer mon Babelify dans mon fichier de gulp, enfin, mon gulp file. Là, je vais faire un var. On s'en fiche. Vous utilisez à peu près tous gulp, enfin, où vous l'avez utilisé? Non. Bon, ça sert juste à compiler. Hop, Babelify. Et du coup, c'est quand je fais mon browserify ici, je le dis transforme en Babelify. Bon, là je vais relancer mon gulp serve.
priori, j'ai pas d'erreur. Ah si. Ah oui. Je la connais celle-ci. Bon, en fait, je vais pas vous dire pourquoi, mais je vais mettre mon modèle ici. Ok. Je vais vous le dire après, vous inquiétez pas. Et voilà. Et donc là, j'ai mon message qui s'affiche. Donc là, ma classe c'est en ES6, j'ai mon message. Et je me dis que bon, bah, c'est plutôt cool. Et quand par contre je clique sur mon click me, bah, mes inventes ne marchent plus. Et donc là, je dis fail, ça ne fonctionne pas. Et je comprenais pas au début, je comprenais vraiment pas pourquoi ça fonctionnait pas. Et du coup, j'ai essayé de comprendre déjà pourquoi ça fonctionnait, avant de comprendre pourquoi ça fonctionnait pas. Donc, j'ai fait des petits schémas. Hop. Ah oui, merde, je me suis même pas présenté. Bon bah, je suis Florent Duvaux, je travaille chez Canal+. Je fais du React, du Flux, du Babel et Webpack. Bon, rien de ce que je vais présenter, quoi. À part Babel, si, quand même. Alors voilà, pourquoi ça fonctionne un peu. Alors en fait, il faut savoir que en ES6, toutes les classes sont des fonctions. Donc classe view est une fonction, backbone.view est une fonction, et c'est pour ça aussi que ça fonctionne. C'est que quand on fait new view, en fait, ça va appeler la chaîne de prototypage. Donc view va appeler le prototype, view va appeler le backbone view, et ainsi de suite. Et le fait que backbone view soit une fonction, et ben nativement avec Babel, il s'y retrouve et tac, il arrive à construire cette chaîne et à faire en sorte que ça fonctionne. Pourquoi ça foire un peu? Alors là, on va rentrer un peu dans les méandres de Backbone. Enfin, pas tant que ça non plus. En fait, au début, je pensais vraiment que le extend ici, c'était à peu près le même extend que c'était ça, quoi, que c'était à peu près pareil. Alors que vraiment pas, en fait. Ce qu'on fait aujourd'hui, enfin, dans Backbone ES5, on fait backbone.view.extend et on lui donne un tableau, un objet, avec des propriétés. Et quand on regarde un peu la fonction extend dans le code Backbone, ce qu'elle fait, c'est que, bon, bah, enfin, je n'ai pas détaillé tout ça, mais en gros, elle crée notre vue en faisant un parent.apply qui retourne une fonction. Enfin, ça retourne une fonction. Elle fait un surrogate, bon, ça, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est pour faire une chaîne de prototypes plutôt, enfin, pour éviter des problèmes sur la chaîne de prototypes. Et surtout, elle fait ça. Elle fait un extend et des protoprops. En fait, c'est tout ton objet qui est là. Elle va les mettre dans le prototype de child.prototype. Et en fait, ça implique plein de trucs. Ça implique par exemple que quand on fait un new view, en fait, le new view, il fait peu de choses dans Backbone. Il met un CID et il crée aussi la table des événements au moment du new. Et donc, quand il appelle la fonction delegate events, pour récupérer les événements, il fait ça. En gros, il va chercher à quelque chose, un event dans mon objet view, qui est émis grâce à ça. OK? Mais le problème, c'est que quand je fais mon extend en ES6, ici, bah, je n'ai pas tout ça. Ce qui veut dire que quand on vient dans mon code, quand j'appelle mon super à ce moment-là, donc c'est lui qui va faire le new d'ItemView ou de backbone.view, ben en fait, ça, il ne les a pas. Et du coup, quand il regarde mon event, ben en fait, il y a nul, il y a une define, il n'y a pas encore d'event. Vous voyez? Et en fait, ça, c'est un peu embêtant, du coup. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est qu'au début, il y avait des petits malins. Ils faisaient ça. Ça, c'était possible au début avec Babel. Mais ils l'ont interdit après. On ne peut plus faire ça. Donc, on s'est dit, bon, ben, on a un peu... on s'est fait un peu niquer, quoi. Et du coup, ben, on se dit... est-ce que c'est mort? Est-ce qu'on peut rien faire? Est-ce que Backbone n'est pas encore prêt pour ES6? En fait, il y a des petites astuces quand même qu'on peut essayer. On a vu qu'il utilisait underscore ou dash pour faire un point result. Et le point result, il cherche soit une propriété dans l'objet, enfin donc dans le prototype, ou soit une fonction. Donc on peut se dire, on peut essayer de définir des fonctions. Des fonctions, par exemple, une fonction UI, qui va retourner ce truc-là. Tac. Et une fonction event. Qui va pareil retourner ce truc-là.
Tac. Et ça, on peut virer. Et normalement, j'ai pas du tout retourné. Quand on fait ça, ça compile bien. Quand je reteste, là ça fonctionne bien. Donc à la limite ça fonctionne, mais après on se dit bon, est-ce que ça vaut vraiment, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce qu'on veut écrire des choses comme ça alors qu'il y a quand même plus simple? En S5 c'est quand même plus concis. Bah, moi j'ai pas envie d'écrire des trucs comme ça. Donc non, je me suis dit, on peut le faire, hein, ça fonctionne, mais je me dis que non. C'est pas bon. Donc je repars sur mon exemple. Après on peut dire, je sais pas si ça marche, backbone.view.apply this. Je rappelle mon constructeur avec cette fois-ci mon contexte qui a les valeurs. Donc il y a UI et event. Ça, non, il n'aime pas. J'ai fait un truc. Bien joué. Moi, chez mon inspecteur. T'as raison. Hop. Bon, ça devrait fonctionner. Oui, ça fonctionne. Et là, ça fonctionne aussi. Ça marche bien. Mais là encore, je me dis, je vais pas appeler 2 fois mon constructeur, c'est quand même assez laid, c'est moche, puis c'est pas fait pour. Et puis il peut y avoir plein d'erreurs. Par exemple, là, je crée 2 fois mon side, des choses comme ça. Donc j'ai pas envie de faire ça non plus. Donc du coup, en cherchant un peu, j'ai vu qu'il y avait des fonctions expérimentales dans Babel, notamment les décorateurs, qui permettent d'accéder au prototype de mes classes. Et un décorateur, c'est quoi? C'est un petit arrobase qu'on met là. Et par exemple, on pourrait écrire un truc comme ça. UI, c'est ça. Et là. Et event, c'est ça. Touc. Tac, 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 tac. Bon, bien sûr, c'est pas magique, il faut que je me les implémente, mes décorateurs. Alors pour ça, je vais créer... ok, d'accord. Je vais créer une classe, enfin un fichier JS, quoi. On va appeler décorateur. Hop. Je vais importer Lodash parce que j'aime bien Lodash. Et je vais créer du coup ma fonction. C'est des fonctions, enfin peut-être pas tout le temps. Qui a une value en entrée, donc c'est mon objet. Et là je vais faire un return fonction décorateur, je crois. Décorateur. Enfin, le nom n'a aucune importance. Et là, il y a ma target. Donc, ma target, c'est ma classe. Et là, je vais lui dire que je vais faire un extend de ma target.prototype. C'est le prototype que je vais tendre. Et je vais faire un UI de point ma value. Voilà. Et du coup, je crois que j'en ai 20. Proto S, non. Bon, je vais faire. J'avais un raccourci pour écrire l'autre, mais bon. Hop, c'est un peu le même principe. Event, event. Je reviens ici. Tac. Je fais l'import de mes 2 fonctions. From. Ok, d'accord, je ne l'ai pas mis là. Hop. Normalement, quand je fais ça, bon, en fait, non, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que c'est des fonctions expérimentales, donc il faut que je mette un stage spécial. Parce que vous savez qu'avec Babel, il y a plusieurs stages, il y a plein de... Comment dire? Il y a plein d'idées qui sont soumises à Babel, et du coup, il y a des idées qui sont encore en draft, qui ne sont pas totalement finies et validées, notamment celle-ci qui sera pour bientôt, j'imagine. Aujourd'hui, elle est en stage 1. Là, j'ai une version de Babel 5, donc c'est pas la dernière, qui est en stage 0. Donc c'est dans mon GUB file, en fait, j'ai juste à faire un hop, configure. Et là, je mets stage 0. Et normalement, quand je relance,
Ah, ça fonctionne bien là. Donc si je relance ça et que je fais ça, voilà, ça marche. Donc là, je trouve que c'est... On arrive à quelque chose d'un... Je vais refermer tout ça. Hop, hop. D'un peu plus élégant, sachant que franchement le constructeur, j'en ai pas besoin. Je mets ça dans mon initialize. En fait, il n'y avait pas du tout de problème avec le template et le modèle parce qu'il n'était pas utilisé quand on faisait un new view. Le constructeur n'avait pas besoin de template et modèle, donc il n'y avait aucun problème, ça fonctionnait très bien. Tu vas créer des annotations pour chacun de tes attributs? Alors là, c'est le petit débat. Non, quand on regarde là, finalement, déjà, on a une classe qui est plus concise que celle d'avant, qui est en ES5. Bon, qui a des décorateurs, mais après, en même temps, Angular 2 a aussi ses décorateurs. Donc finalement, c'est un peu de l'Angular 2 ce qu'on fait. Un petit raccourci. Mais en fait, voilà, il y a plusieurs façons de... En fait, maintenant que tu sais que tu peux étendre ton prototype avec les décorateurs, tu peux l'écrire de la façon dont tu veux. Moi, j'aime bien cette façon-là. Il y en a qui écrivent comme ça aussi, qui font un autre type de prototype, de décorateur, qui s'appelle les protoprops. Mais en fait, c'est juste un nom. Hein. Je ne vais pas décrire ce que ça fait, mais en gros, avec ça, on peut créer des choses comme ça. Ah oui, parce qu'il faut savoir aussi en StageZero, on peut mettre des propriétés de classe. Elles sont pas rattachées. Hop, on peut créer des choses comme ça. Elles n'existent pas quand on fait le super. Donc on ne peut pas les utiliser pour régler notre problème. Mais c'est plutôt... Il y a le mot-clé statique qui existe. Effectivement. C'est pas la même chose. Non, le mot statique, en fait, c'est rattaché à ta classe, c'est pas rattaché à ton instance. Ouais. Et du coup, avec les protoprops, est-ce que je dépasse à mort ou pas là? Au niveau du temps, je sais pas. Merde. Bon, j'ai fini. Avec les protoprops, voilà. Ah oui, mais du coup... Props. Je suis obligé d'écrire prop. Ah, c'est un protoprop. Je peux créer des choses comme ça, en fait. Hop, et là, je fais... Tac. Et là, je peux faire UI est égal à ça. Et pareil pour event. Event est égal à ça. Et ça, si je ne m'abuse, ça fonctionne aussi. Hein? Ah non. Si, c'est des égales. Alors attends, non, je crois qu'il faut... D'ailleurs, je crois qu'il faut le mettre en statique. Les points-virgules, ouais, c'est bon. Voilà. Et justement, là, il faut mettre statique parce qu'on va prendre ceux qui sont de la classe Welcome View et non pas ceux qui sont de l'instance de la classe. Bon, ça, il faut le savoir, mais après, une fois que tu le sais, c'est bon. Et voilà, du coup, tu peux créer d'une façon un peu plus générique. Et donc là, on s'en sort. On arrive à faire quelque chose. Après, honnêtement, j'étais pas non plus hyper satisfait, quoi. Et oui, et c'est aussi pour ça... C'est aussi pour montrer que c'est important de connaître le fonctionnement de Backbone. Par exemple, dans Backbone, le initialize est appelé avant le constructeur. Ça veut dire que c'est pour ça qu'au début, j'avais un fetch sur undefined, parce que mon thisModel était défini dans mon constructeur. Or, le constructeur est appelé après mon initialize, parce que l'initialize est appelé dans le constructeur de mon parent, l'itemView. Ça, il faut le savoir. Donc voilà. Donc au final, pour conclure, qu'est-ce qu'on fait? Moi, ce que je vous conseillerais, c'est quand même de passer en ES 2015, parce que c'est le langage de l'avenir, hein, faut s'y préparer. C'est déjà en prod, hein? Ouais, je fais de la 6 moi maintenant. Je veux dire, sur les navigateurs modernes, c'est déjà... J'ai une connerie, c'était ratifié en juillet. Tu parles pour... Oui, non, c'est officiel, enfin je veux dire, après c'est pas implémenté dans tous les... Je crois que Chrome, ils sont bien, il y en a d'autres qui sont moins bien.
En attendant, on utilise des décorateurs. De toute façon, les décorateurs, j'ai l'impression qu'ils aiment bien en ce moment les libs, les frameworks. Angular 2, on adore ça. On commence à en voir dans React aussi, il y a des trucs. Oui, c'est de S7. Ouais, 6 ou S7, ouais, on s'en perd dans ce truc. C'est en draft, quoi, pour l'instant. Et on attend une implémentation Backbone. Sachant qu'il y a une discussion qui est ouverte depuis pas mal de temps sur un thread sur le GitHub de Backbone qui demande ça, qui demande déjà comment on fait. Et justement, l'une des dernières réponses était d'utiliser ces protopropres pour faire ça. Moi, je préfère ma petite implémentation, même si tu dois implémenter plein de décorateurs, mais je trouve que c'est plus concis. Là, on arrive quand même à 38 lignes, ce qui est plus grand que l'autre. Moi, j'avais 33 lignes. Je trouvais ça plus joli. Donc voilà, donc ça se fait pas sans douleur. Il y a quand même des, c'est pas naturel, quoi. On sent que Backbone c'est pas fait, non, c'est pas un langage qui va être S6 compatible, qui a été pensé pour le S6. Mais bon, je pense qu'on va arriver rapidement à quelque chose qui fonctionne bien, quoi, une espèce d'implémentation standardisée pour y arriver. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Tu peux nous montrer ton code, s'il te plaît? Les imports, en fait, ils viennent d'où? C'est du Bower? Tu utilises Webpack? Non, j'utilise c'est Browserify, donc c'est du NPM. D'accord. Enfin, c'est dans les autres modules, quoi. Et donc, en fait, la résolution, elle est faite par qui? Par Browserify. Donc en fait, tu dis à Babel, quand il compile, tu lui dis, bah, tu vois, c'est quoi le pipeline en fait, comment ça se passe? C'est-à-dire que c'est Babel qui récupère ce code et qui le transforme en ES5, d'accord? Dans ton navigateur. Ouais. Dans ton navigateur, tu as un seul fichier minifié. Mais c'est pas Browserify qui fait ça, c'est Babel. Ça, je sais pas. Non, je pense que Babel, il y a Browserify qui doit d'abord passer, et après ça Babelify. Ça Babelify ton fichier unique en fait. Ce que ça fait, c'est que ça prend ce fichier, ça Babelify, ça le transforme en JS. Ensuite, après, derrière, tu as Browserify qui récupère ça, qui modifie, qui te revient le JS. Et la résolution à ce moment-là. Donc il y a Babelify qui est fait avant. Ok. Avec ce Master. Ça sert à ça. Il injecte les modules dans des variables. L'import, en fait, il marche tout le temps avec les modules export et avec les export défaut. Qu'est-ce que tu entends par export défaut? Ah oui. Oui. Oui, après c'est transformé en ça c'est transformé en module export hein, derrière. Alors ça c'est pas Node compatible. Hein. Ouais, ça c'est vraiment ça non tu peux pas l'écrire encore. Mais comme les imports, ça tu peux l'écrire en Node maintenant? Non plus, hein, je crois pas. Tu peux les faire ça? Ça y est maintenant? Ouais. Je sais pas. Mais les modules NPM qui importent. En Node 4, il faut mettre un flag spécifique parce que moi ça va. Sérieux? On fait la démo maintenant? Ça fait quand même 2 ans qu'on pouvait le faire, c'est juste qu'ils n'ont pas livré, ils ont mis du temps à le livrer. Mais c'était ça l'idée, ouais. Genre je peux écrire import express là. Oui, tu peux faire ça, c'est possible. On va peut-être pas le faire maintenant, mais ok. Mais moi je sais que j'avais des problèmes à un moment avec ça. Parce qu'il y a des modules NPM qui ne permettent pas d'export. Et si tu fais un port en export. Ouais, peut-être. Ils ne font pas d'export default, ils font des exports plusieurs et si on ne sait pas, il faut regarder en fait, la présentation de chaque. Ouais, c'est chiant quoi. Il faut regarder le code sur ça. Génial, tu passes complètement d'autres domaines. Ouais. Est-ce que, en fait, on a surtout vu des problèmes de constructeurs, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment ça ce que tu nous as montré. C'est vraiment là où j'ai des problèmes, ouais. Il y a d'autres trucs où après, c'est des appels de méthode, tu fais des new et. Non, bah après, je te dis, tout fonctionne bien. Enfin, je veux dire, c'est assez simple. Tu peux écrire des extends sur des modèles, sur ce que tu veux. Après, il faut vraiment faire attention au moment sur le constructeur, en fait. S'il y a des propriétés qui sont utilisées dans le constructeur, et ben, il va falloir utiliser cette solution pour les importer. T'as pas eu des problèmes avec les méthodes qui sont mal rattachées au scope de la vue, genre comme sur React, où tu es obligé de faire des binds Ça, j'en ai pas eu. Je pense que j'en aurais certainement. Mais ça, c'est pas propre après à Backbone. Mais ouais. Mais ça, j'ai déjà eu, oui. Genre quand je faisais un channel.listen2 par exemple, bah, c'était le contexte du channel qui était pris dans un truc comme ça. Ouais. Mais là, du coup, en fait, quand je fais des is, et ce qui est bien en plus, c'est que tu peux ici explicitement remettre ton contexte dans les is listen. Explicite le
problème en fait, c'est quoi le problème? Genre, parce que quand tu fais des avec ES6, en fait, les contextes sont un peu différents. Par exemple, quand tu fais un... Tu me dis hein, si je dis conneries, mais je crois que quand tu fais genre un channel.listen to, et là tu mets this.show, ça fonctionne pas, parce que ici, le this, en fait, c'est les this de channel. Ah, yes, vous changez ça. Ouais, et du coup, tu dois rebinder. En fait, l'ancienne construction Backbone, comme l'ancienne construction React, il t'attache l'objet que tu lui passes en littéral au this courant. Du coup, tu n'as pas besoin de t'embêter à chaque fois à refaire this. T'as plus besoin de faire ça avec React, t'as plus besoin de faire ça? Quand tu fais create element avec React, du coup, tu ajoutes tout seul les handlers au scope. Ouais. Par contre, quand tu fais avec les classes... Ouais, et t'as le problème. Par contre, elles sont ouais. attachées, du coup, ça, c'est chiant. Sinon, c'est juste une problème, en fait. Oui, ça veut dire que toutes les méthodes que tu passes... Comment ça? Toute la magie qui est faite dans les frameworks, dans les constructeurs de frameworks, tu la perds. C'est, comme il l'a montré, les propriétés, c'est aussi le rattachement du scope. Mais du coup, dans mes classes React, moi, quand du coup, je m'utilise Extend Component, et bah, tu es obligé de rattacher toutes tes fonctions, tu es obligé de les remettre, de rattacher ton bind, ton this en fait, à tes fonctions parce qu'il est perdu. D'ailleurs, il y a une syntaxe aussi que tu veux passer pour un user, c'est double de points plutôt. Ah oui, celle-ci, ouais, je n'ose pas encore celle-là. Elle me fait trop peur. J'ai dû chercher. C'est un draft encore. Voilà, est-ce que vous êtes prêts à passer en ES6 sur tous vos projets? Non? Ok. Bon bah voilà. Merci. S'il y a d'autres questions, non? Ok, bah merci. On va changer le mode d'affichage, c'est pas grave, on va le refaire. Je t'avais pas mis comme ça. Parce qu'on est un petit peu en retard, donc je vais mettre un peu moins. On va mettre 15 minutes. C'est bon là pour le son? Ok, super. Bon, eh ben, bonsoir tout le monde. Du coup, moi je vais vous parler de comment tester ces behaviors marionnettes. Donc je me présente rapidement, je m'appelle Nicolas, donc je bosse en fait, je suis associé dans une startup qui s'appelle Metidia et ce qu'on fait c'est du jeu vidéo. On fait un jeu social qui s'appelle Vinoga dans lequel en fait c'est un social farming où vous êtes vigneron, vous développez votre domaine viticole, vous produisez vos bouteilles et les bouteilles que vous produisez sont des vraies bouteilles que vous pouvez acheter. Concept de la startup. D'ailleurs à ce sujet on cherche des stagiaires, donc s'il y en a qui sont intéressés on fait du Backbone. Et on fait aussi des formations sur Backbone en ce moment. Une aparté. Donc un petit tour rapidement sur les behaviors. Je voudrais juste poser la question déjà, qui ne connaît pas Marionnette du tout? On n'a jamais utilisé Marionnette, n'ayez pas peur, hein, c'est pas grave. D'accord, ok. Et qui utilise Marionnette mais n'a pas utilisé les behaviors du tout? D'accord. Bon, quand on connaît Marionnette, on a tendance à utiliser les behaviors, donc c'est pas mal. Donc je vais quand même faire un petit rappel. Donc qu'est-ce que c'est le concept d'une behaviors en fait? Donc c'est indiqué dans la doc. Ce sont des bouts isolés de DOM et d'interaction utilisateur qui sont regroupés en fait dans quelque chose qu'on appelle une behavior et ensuite qui vont être mélangés ensemble dans les vues de Backbone pour lui apporter en fait
des comportements particuliers. Donc ça va être très pratique. Et en fait, ça permet de blackboxer des comportements, des interactions avec les vues dans des morceaux de code qui sont les behaviors, qui sont portables et qui peuvent être combinés ensemble. On peut avoir des behaviors de behaviors, on peut les appliquer n'importe où et c'est très pratique. Donc il y a la doc qui est assez bien faite sur la question, où vous avez tout qui est décrit. Vous voyez qu'il y a pas mal de choses. Donc ça se présente. Donc ça c'est une item view de marionnette classique, c'est une vue standard. Et vous allez avoir, hop, la déclaration. Voilà, là vous avez une behavior par exemple, en fait, ce qu'elle va vous faire, c'est que quand on va cliquer sur l'UI qui aura la classe destroy, on va exécuter cette fonction-là qui va alerter l'utilisateur avant de détruire la vue. Et donc ça, c'est en dehors de la vue. Il y a également des paramètres. Et en fait, à l'utilisation, comment ça se passe, là, je suis toujours dans une behavior. Hop là. Encore. Ah oui, je crois qu'elle était déclarée. Ils ont fait l'inverse, ils l'ont mis en haut. Hop là. Et donc voilà, là je suis dans ma vue et en fait la logique, je veux lui appliquer le comportement de avertis-moi quand la vue est détruite. J'ai un objet behavior ici dans lequel je lui passe ces informations-là, donc le nom de la behavior, ou alors ça peut être directement, on peut lui passer en référence ou via une variable globale, c'est le cas ici. Et des paramètres, donc ici pour changer par exemple le message qui est affiché à ce moment-là, etc. Donc ça c'est le concept en fait des behaviors. Hop. À ce sujet d'ailleurs, donc pour ceux qui ont envie d'aller vraiment plus loin, qui ne connaissent pas et qui ont envie de savoir ce que c'est, Stéphane a fait une très belle présentation à un meet-up précédent qui est complète, donc je vous ai mis le lien, les slides seront disponibles. Je vous invite à aller voir sa présentation, elle est assez complète sur la question. Et un exemple pratique de ce qu'on peut faire avec des behaviors. Alors, hop là. La résolution n'est pas géniale. Mais ouais, bon. Carousel de 2 items. Par exemple, en fait, dans le jeu, je vais passer en full screen, ce sera peut-être déjà mieux. Bon, pas génial. Bon. Par exemple, en fait, ce petit truc là qui me permet de faire un carrousel sur une collection view, ça c'est une behavior. Et ça a été très intéressant parce qu'en fait, des petits carousels comme ça, il y en a un peu partout dans le jeu. Et si on ne veut pas, au début, on découvre et on commence à se taper la logique du carrousel une fois, puis une deuxième fois dans une autre vue à part parce que ça n'a aucun rapport, et puis une troisième fois, et puis avec des implémentations un petit peu différentes. Et au final, on se rend compte que on est un petit peu en train de refaire le même travail encore et encore. Et ce serait pas mal de refactorer tout ça. Et donc pour ça, en fait, on s'est servi des behaviors. Donc ça, c'était un exemple concret. Et la problématique en fait qu'on a avec les behaviors, c'est pour les tester. Parce qu'à un moment donné, on a pris notre logique qui était dans notre vue, qu'on sait tester, parce que c'est simple, on instancie la vue, on appelle ses méthodes, on lui donne une entrée, on vérifie la sortie. On sait tester tout ça. Mais cette logique-là, on l'a mis dans une behavior. Donc à part qu'on déclare dans la vue, va te servir de cette behavior-là, mais on n'a plus l'accès direct à cette behavior. Par exemple ça, donc oui, j'ai essayé d'utiliser un peu ES6 pour la démo, ça fera plaisir à Florent. Pas complètement, je suis resté avec Extend moi. Donc bon, ce que je veux dire, c'est que là, vous avez une behavior en fait, qui a notamment des méthodes. Mais en fait, je ne peux pas appeler la behavior et puis faire .emit alert par exemple et puis tester ça directement parce que la behavior n'a de sens que instanciée et rattachée à une vue en particulier. Donc ça, c'est un premier problème. Comment on teste l'API? Deuxième problème, donc ça, c'était notre cas à un moment donné. On s'est dit, on va tester les behaviors indépendamment des vues. Alors le problème, c'est que on crée une vue complètement fictive et on moque un petit peu toutes ces méthodes, tout ce qu'elles devraient être. Et on instancie une behavior dessus et puis on regarde comment ça se passe. Bon, le problème là-dessus, c'est qu'il y a un gros travail de setup. Et c'est... Alors, ça dépend des écoles, mais ce n'est pas forcément très intéressant parce que en fait, on va tester que la logique théorique de la behavior fonctionne, mais en pratique, dans nos applications à nous, là, dans les vues dans lesquelles on l'applique, l'interaction behavior-vue, on ne l'a pas forcément parce qu'on ne la teste pas celle-là, puisqu'on moque toute la vue. Donc ça marche, mais on peut mieux faire.
Et du coup, si on veut mieux faire, on se dit il va falloir que pour chacune des vues où il y a ma behavior, il va falloir que j'aille tester la behavior, ce qu'elle fait dans la vue. Le problème, c'est que quand je fais ça, j'avais fait une behavior pour ne pas avoir dupliqué le code partout, sauf que là, devoir tester le comportement dans chacune de mes vues, je me retrouve à dupliquer cette fois mes tests. Et c'est pas génial parce que ça va très vite. Donc, pour ça, hop, on va faire un petit live coding aussi, parce que ce sera plus simple. Et la résolution n'est pas géniale. Hop là. Donc, hop. Donc une petite application Bootstrap rapide où en fait j'ai essayé d'illustrer pareil le concept des behaviors, donc qui n'ont pas forcément de sens en soi, mais c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc j'ai une behaviors en fait par exemple qui s'appelle add on click, où en fait à chaque fois que je clique, je vais ajouter un ou autre chose au modèle de la vue liée. Donc ça se représente comment? Hop. Alors ça c'est parce qu'en fait ça c'est pas très lié. Alors par exemple, donc ça c'est ma vue favorite, c'est le bouton favori qu'on avait tout à l'heure. Hop, voilà. Et j'instancie directement la behavior add on click sans rien ajouter. Et qu'est-ce que ça fait? Hop. Voilà. Est-ce que vous voyez ou non? Je vais peut-être monter le... S'il veut bien. Bon. Non, je trouve plus le... Bon, tant pis. Donc, qu'est-ce que fait add on click? Tout simplement, hop, il y a une petite fonction add, pas très propre, mais qui va prendre le modèle de la vue et qui va lui rajouter 1 par défaut à la propriété size. Donc en fait, quand je le rajoute sur favorite, qui a un modèle avec un size qui commence à 0, en fait, à chaque fois que je clique sur la vue, ce qui est déclaré ici, en fait, j'écoute les événements clic sur la vue sur laquelle je suis rattaché, paf, je vais appliquer add et mon modèle va monter et Marionette va faire que ça va re-rendre magiquement ma vue. Donc c'est le comportement qu'on a. J'ai un deuxième type de vue qui s'appelle like, où là, cette fois, dans le modèle, c'est pas size, c'est number, et où cette fois, je ne veux pas monter de 1, je veux monter de 10 à chaque fois que je clique dessus. Et c'est perdu. Hop là. Voilà. Et donc, c'est la même chose. Comment je le déclare? Une behavior, je pointe sur la classe de la behavior directement, et ensuite, je paramètre. Donc ça, c'est une behavior classique pour montrer les fonctionnalités. Et la problématique, c'est comment je vais tester ça. Hop. Voilà, je savais que je l'avais quelque part. Donc je veux tester ma vue favorite. Je peux tester ces méthodes standards. Hein. J'ai fait une petite méthode, donc return free, où je fais voilà, view return free to be free. Ça, c'est les méthodes classiques de la vue que je peux tester en les appelant directement. On a dit tout à l'heure, je ne peux pas pointer sur la behaviors et essayer d'instancier la behaviors pour appeler ces méthodes son API. Ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que l'API, le comportement de la behaviors, son API, c'est quoi? C'est pas la fonction add en fait. Oui, c'est vrai, ici j'ai une fonction add. Mais en fait, c'est pas ça le comportement public de la behavior. Ce que je veux tester sur la behavior, c'est comment elle réagit à ce que fait la vue. Parce qu'une behavior, en fait, quand il va se passer des choses sur la vue, la behavior va faire ensuite des opérations. Et donc, ce que je veux faire, c'est déclencher des opérations sur la vue qui vont faire réagir la behavior et voir si la behavior derrière a réagi comme il faut en regardant le système. Donc, ce qu'il faut que je fasse... Alors, je vous mets ici.
c'est de déclarer des tests ou par exemple, ici, à chaque fois que j'ai un clic sur la vue, sur l'élément de la vue, je vais vérifier que le modèle, la size du modèle, par défaut, elle a été incrémentée de 1. Donc ça, je pourrais le faire sur Favorites, je pourrais le faire sur Likes exactement, je pourrais dupliquer mon code comme on a vu tout à l'heure. Je prends ma vue, je l'instancie, je trigger des événements clics sur ma vue ou sur mon modèle, etc. Et je rajoute mes tests et je vais en avoir pareil dans Likes, pareil dans Favorites, etc. etc. Sauf que le problème, c'est que je vais dupliquer mes tests en faisant comme ça. Et la réponse à ce casse-tête, c'est qu'en fait, les tests de la behaviors, il faut les mettre dans... moi, ce que je fais, c'est que je les mets dans une fonction, en fait, à part, dans une factory. Et en fait, vous embarquez les descriptions de vos tests et qui va prendre un contexte pour initialiser la behaviors en fonction de la vue. Ça marche comment? À l'utilisation, hop là, voilà. Je n'ai pas commencé à écrire it, etc., etc. pour tester la behaviors dans ce cas concret. Je vais la tester dans ce contexte-là, mais je veux pouvoir réutiliser mes tests. Donc pour ça, c'est pas très compliqué. Il suffit de faire un fichier avec une factory qui contient en fait mes tests de behavior, et je vais appeler cette factory avec la référence à la vue en question, avec la référence à mon modèle. Et ensuite, ça va m'embarquer en fait tous mes hits qui sont dedans. Est-ce que je peux faire ça? Hop là. Et donc ça, c'est mon fichier en question. Donc vous voyez qu'ici, c'est une simple fonction qui prend un contexte et qui contient un ensemble de tests qui va tester le comportement de ma behaviors, mais dans le contexte en question. C'est-à-dire qu'il va m'initialiser la vue que je lui passe avec le modèle. Donc après, on peut complexifier ça, mais c'est l'idée. Et qui va ensuite faire qui va analyser le comportement de la behaviors par rapport à ça. Hop là. Voilà. Et donc ça vous permet en fait d'éviter de dupliquer votre code partout. Si je vous prends un exemple un peu plus complexe, qui est celui de notre projet actuel. Hop là, où l'architecture est un petit peu plus complexe et où toutes les behaviors ne sont pas testées. Donc au final, on se retrouve à avoir isolé les behaviors et isolé les tests unitaires qu'on peut embarquer en fait dans chacun des tests de vue qu'on veut utiliser. Et donc ça me permet après d'avoir des vues en fait avec des behaviors qui se combinent les unes dans les autres, parce que je peux déclarer des behaviors dans des behaviors, je peux sur une vue en déclarer plusieurs, etc. etc. Et en fait, l'idée donc qu'il y a derrière pour tester une behavior, c'est d'embarquer l'ensemble des tests de la behavior dans son fichier à part, qui va décrire le comportement avec un contexte. Et ensuite, j'instancie les tests de la behavior dans chacune de mes vues, dans les tests de mes vues, à chaque fois avec le bon contexte. Pas plus compliqué que ça, il faut le savoir. Et pour tester une behavior, il ne faut pas... la vraie API de la behavior, ce ne sont pas les méthodes publiques qui sont déclarées dans la behavior, elles en font partie. Mais en fait, ce qu'on veut vraiment tester quand on teste une behavior, c'est que pour un comportement donné, ça réagit de la bonne manière. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est trigger des événements, de la vue. Donc après, on peut passer en revue l'ensemble des choses possibles avec les behaviors, mais ça va me prendre trop de temps. Mais vous pouvez, avec la vue, déclencher des événements DOM sur les éléments de la vue. Vous pouvez également utiliser les trigger méthodes. Stéphane a bien décrit ça, les manières d'interagir entre la vue et le behavior dans sa présentation. Donc je vous laisserai y faire référence. Et je pense que ça va être bon. Ah oui, il y a également des articles sur la question, donc je vous mettrai les liens. Alors, il n'y a pas beaucoup d'articles sur la question, mais ces deux-là vous présentent bien, vous récapitulent ce que je viens de dire notamment, et avec des snippets de code qui sont assez concrets. Donc si jamais vous vous battez à comment je fais pour tester mes behaviors, etc., ça pourrait être très utile. Donc je vais terminer là-dessus. Est-ce que vous avez des questions ? Ou des remarques, ou des moi je le fais pas comme ça, je le fais autrement. Oui. Pour la différence entre les comportements
Oui. Dans ton code, si on prend, là par exemple ici, tu fais du test de size 1. Ouais. Mais par exemple, si on avait changé i dans une des vues, cette valeur en fait du 2, du coup, tu fais plein. Où est-ce que tu définis finalement cette valeur? Est-ce que c'est le contexte que tu as tout le monde défini? Parce que là, c'est forcément propre à la vue. Oui, oui. En fait, là, je suis, ce sont les tests de ma behavior. Je teste le comportement de ma behavior dans un contexte. Donc là, j'ai fait 2 tests très rapidement avec, on va dire, ce sont les valeurs par défaut. Effectivement, on a vu tout à l'heure que j'ai donné dans ma behaviors, j'ai donné des options ici qui me permettent notamment de changer l'increase step, là, de mettre 2 par exemple. Et donc rien ne m'empêche, donc si je veux tester dans ce contexte-là, hop, il faudrait peut-être que je fasse un contexte. J'ai perdu. Non, c'est pas celui-là non plus que je voulais. Bah oui, mais forcément, c'est pas le meilleur exemple. Je ne suis pas basé sur le meilleur exemple. Hop. Donc par exemple, en fait, dans cette vue-là, j'ai mis des propriétés en particulier, donc là j'ai mis 10, et donc dans cette vue-là, je vais pouvoir tester que le step est à 10. Et la question, c'est comment je fais dans mes tests pour le passer. Vu qu'il y a un seul test par behavior. Oui, bah, il faudrait que je le passe en fait, il faudrait que je le passe en paramètres. Ah oui, c'est ça dont j'ai pas parlé. Je me suis dit mince, il y a un point dont je voulais parler. Alors, mais je l'utilise pas encore, donc je fais pas trop. Dans la vue, on a aussi Marionette, on a rajouté depuis la version 2.2 this.view._behaviors, comme ça. Hop. Avec ça, en fait, vous avez accès aux behaviors de la vue. Donc ça permettrait dans l'idée de faire des tests, d'avoir directement la référence de la behaviors de la vue et du coup de pouvoir faire des tests directement dans les vues. De récupérer notamment les données de combien je l'ai paramétré, ce genre de choses, sans avoir à le passer à chaque fois en contexte. Après, je m'en suis pas encore servi, parce que j'étais pas rentré dans ce genre de cas, mais je pense que c'est typiquement le genre de cas d'utilisation qui pourrait être utile. Moi, je te le passais en contexte, en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je visualise pas la réponse. Cette partie elle est testée par Marionette. Que les propriétés soient bien appliquées. Que les propriétés soient bien appliquées, oui, ce sera testé par Marionette. Mais non, je comprends son point, mais je cherche la manière de le faire et là j'ai un blanc. Dans le contexte de ma vue qui a été instanciée avec un paramètre, en l'occurrence d'ailleurs ça marchera pas, ça sera faux, parce que j'ai pas eu le temps de le tester. Et du coup la première solution pour ça, c'est pas grave, je passe le paramètre de la vue qui était à 10 dans la vue, et ben dans le contexte, paf, je lui passe aussi quel a été mon paramètre et ça marche. Mais du coup tu as autant de contexte que de vue. Et je sais pas quelle est la meilleure réponse par rapport à ça. Tu peux... Tu restes dynamique, après tu passes sur le contexte. Non mais il faudrait modifier le test par contre pour être complètement dynamique. Ce serait obligé. Ouais, via la valeur du behaviors. Ouais. Par contre je ne vais pas trop dépasser. Si le behavior change dans ton contexte, c'est que tu peux dire aussi que c'était pas en train de tester la même chose. Là, je teste juste le behavior, on va dire, dans un contexte standard. Mais si j'importais ce test-là dans like, ça ne marcherait pas parce que le behavior instancié n'a pas été fait avec des paramètres par défaut.
Donc que j'ai mis en dur 1 et 2 par exemple pour aller vite, ça ne marcherait pas, donc il faudrait que je refactor tout ça. La question c'est comment le faire proprement, sans avoir au final à dupliquer les paramètres que tu déclares à la vue. Mais en fait, effectivement, avec la vue, tu peux avoir la référence directe aux paramètres que tu as passés en fait, à ta behaviors, et du coup tu auras accès à la résolution. Mais par contre, ça revient du coup à mettre la même logique dans les tests. Mais si tu veux avoir les tests dans le contexte, je pense que l'autre solution, qui était la solution dont je parlais au début, en fait qu'on appliquait à un moment, mais qu'effectivement on voulait passer au-delà, c'est de garder ça, de tester les behaviors, mais de les tester avec une vue qui est complètement stubée. C'est-à-dire je crée purement une vue et je teste avec cette vue-là et ces paramètres-là, est-ce que ça me donne ce que j'attends. Mais c'est tout aussi verbeux dans un autre sens. C'est-à-dire que il faut que je stub complètement cette fois la vue. Donc j'ai pas encore assez de recul pour, entre les deux méthodes pour savoir laquelle est la meilleure. Nous on servait pas mal de celle-là d'ailleurs dans le carrousel par exemple que j'ai montré tout à l'heure, on l'a fait comme ça vraiment. Ça marche bien, mais cette technique-là avait l'air un peu plus utile pour... c'est ça, tu testes directement l'intégration. Par contre, il y a effectivement ce genre de problématique qui est à relever. Deux méthodes, soit directement tu passes en paramètre dans le contexte, soit il faut voir si tu peux pas directement en faire référence parce que tu l'as dans la vue avec underscore behaviors. En tout cas, Marionette, ils ont fait ça pour ça, donc je pense que ça doit être la réponse. C'est un bon TP. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là, donc si vous avez des questions, après on mettra les slides sur GitHub et puis on pourra parler. Hop. Raphaël. Ok, donc moi je suis là pour la revue de presse, donc Raphaël Lemaire, si vous ne connaissez pas. Niveau Backbone JS, en soi l'actualité n'est pas énorme. Jérémy Ascana c'est parti pour un an en tour en moto en Amérique, donc il ne fera pas de commit, pas de release pendant ce temps-là, on peut penser. Vous voyez tout ce qu'il sait? Jérémy Ascana c'est le mec qui a écrit Backbone, il n'est pas tout seul mais surtout lui. C'est vraiment le... Ouais, c'est vraiment le... Il y a SEOcrit, CoffeeScript. Ça fait vraiment, c'est 2 mois? Non, c'est un an là. Ouais, non, mais il est parti à quand? Quand est-ce qu'il est parti? Ah, je sais. Il y a un mois. On voit pas la date. Ouais, il poste plein de photos, c'est très intéressant. Donc voilà, donc sur Backbone ça bougera pas trop, enfin en tout cas pas venant de lui dans les mois qui viennent. Mais ça changera pas grand chose vu que ça fait pas longtemps. Ça bouge pas très souvent Backbone en fait. C'est mature, c'est stable. Mon seul lien Backbone de la revue de presse, qui vient de Nicolas. Il y a quelqu'un qui s'est amusé à réécrire Backbone en ECMAScript et 7, ECMAScript 6 et 7, avec des object.assign, object.observe, avec des classes, avec des super. Donc je pense que ça va beaucoup intéresser Florent. Donc alors j'ai pas creusé le code, comment c'est fait, etc. Je suppose que c'est plus court que l'original, puisque forcément ça doit être moins verbeux. Donc à voir, donc, si tu as envie de creuser. Ça s'appelle Dragon, c'est fait par Chris Abrams. Et j'enchaîne sur d'actualité ECMAScript plus général, ECMAScript JavaScript plus général, pardon. Donc les releases, Node, ils ont sorti une version 4 et tout de suite après une version 5. En fait, ils vont faire comme les noyaux Linux, c'est-à-dire ils ont une version avec un numéro pair qui va être stable et supporté pendant longtemps, et une version avec un numéro impair qui sera pas expérimentale que c'est une version stable qui est supportée, mais où ils pourront bouger plus vite. Et après, au bout d'un moment, on aura une version 6 qui sera supportée plus longtemps, etc. Avec donc les grosses nouveautés de ces versions-là, je suppose que vous avez déjà testé, c'est ECMAScript 6. C'est celui de ce soir avec ECMAScript 6. TypeScript, donc des nouveautés du langage et de petites choses. Il y a aussi du Ember, du React, du Babel, si vous voulez creuser. Toujours sur ECMAScript 6, moi j'ai beaucoup aimé la série sur Mozilla Axe qui a été faite par Jason Orendorff, qui est un des mecs qui implémente ECMAScript chez Mozilla. En fait, même si vous avez déjà creusé un petit peu, en fait, il fait des reviews assez détaillées avec les matrices de compatibilité sur toutes les nouveautés, en fait. Donc tout ça. Et à chaque fois, l'article est pas hyper long, mais vachement intéressant, c'est plutôt bien fait. Donc je vous invite à aller voir, même si vous avez déjà creusé, c'est intéressant.
Toujours sur le même sujet, j'ai ici un article qui explique comment on peut faire du code qui a l'air d'être synchrone, mais qui en fait est asynchrone avec des générateurs et des yields. Alors j'ai testé sur un projet, ça marche. C'est un peu lourd à écrire, mais ça marche. En ECMAScript 7, il y aura Async-Await qui fera le même boulot en plus léger. Voilà. Il y a des ressources ici qui ont été partagées par Christophe Porteneuve sur GitHub, sur ECMAScript aussi, donc là on ne voit pas trop, mais il y a des katas, il y a des tutos, etc. Et je vous ai mis la page avec les propositions actuelles pour ECMAScript 7. Toujours sur ECMAScript 6, alors pour ceux qui ont déjà creusé, il y a eu un quiz, alors il y en a qui l'ont déjà tenté, il y a un quiz qui est super, mais vraiment hyper compliqué. Essayez de voir un petit peu, par exemple, le premier, on crée une fonction qui s'appelle tout de suite avec le paramètre 1 qui prend deux paramètres, dont un qui est initialisé par défaut, etc. C'est super, vraiment se tirer l'esprit pour comprendre quelle est la bonne réponse. Le quiz est super dur, donc si vous voulez vous amuser, vous pouvez utiliser ce lien-là. Et pour finir, j'ai quelques liens un petit peu, donc c'est pas langage, c'est pas Backbone, c'est un petit peu sur le front sur JavaScript. Il y a un sondage qui a été fait, je ne sais plus qui l'a fait exactement, mais il y a genre 2050 personnes qui ont répondu sur les différents outils JavaScript, front, pas que JavaScript. Il y a par exemple LESS versus SASS, qu'est-ce qui est le plus utilisé, etc. Et il y a les frameworks, lesquels sont les plus connus, ainsi de suite, les outils de build. Par exemple, dans le sondage, apparemment Gulp est plus utilisé que Grunt, ça m'a surpris. Donc il y a différentes, donc c'est assez intéressant, il y a plein de sujets. Il n'y a pas que du JS, il y a vraiment genre une dizaine de sondages qui ont été faits, donc c'est assez intéressant. Le lien what the fuck sur Node, je ne sais pas s'il y a certainement des gens qui l'ont vu passer. En fait, il se trouve qu'en JavaScript, les commentaires sont pas retirés à la compilation, enfin compilation à la volée, parce que c'est interprété. Et en fait, Node a une stratégie, il inline les méthodes quand elles font moins d'un certain nombre de caractères. Inlining, ça veut dire qu'il met le code de la méthode dans la méthode appelante. Et en fait, du coup, si vous changez les commentaires d'une méthode, elle peut dépasser le seuil d'inlining et ne plus être inlinée. Et du coup, en changeant les commentaires, vous pouvez perdre en perf. Faut écrire trop de commentaires. Voilà. Bon, c'est vraiment sur un cas particulier d'une méthode courte, mais bon, c'était très drôle parce qu'on franchement, on pense pas du tout à ce genre de choses quand on travaille. Et un de mes liens préférés de ce soir, qui va être le dernier si je dis pas de bêtises, il y a des gens, alors je sais pas s'ils sont plusieurs ou un, qui se sont amusés à écrire une représentation graphique des promesses. Donc vous pouvez, alors je vous ai mis une capture d'écran de ce que ça donne, mais vous pouvez écrire du code en live dans le site, il y a des exemples qui sont donnés avec différentes possibilités. Et en fait on voit tout de suite qu'est-ce que ça donne. Donc là il y a un fetch avec un zen catch, et dans le zen il y a encore des promesses et ainsi de suite. Et on voit tout de suite côté graphique ce que ça donne avec les différents arbres de possibles. Voilà, c'est pas des promesses de politiciens, c'est des promesses de JavaScript. Et voilà, c'est terminé.
j'autorise. Hop là. Donc, c'est parti. Bonsoir. Donc, on est là pour présenter un retour d'expérience sur l'utilisation de Backbone pour développer le nouvel espace client de Bouygues Telecom. Donc, qui a un périmètre un peu plus important que l'espace client actuel. Et donc, vraiment, pour commencer, c'est notre responsable Ming Heng qui va faire une petite intro sur le contexte du projet. Bonsoir. Je me présente donc Ming Heng, je suis responsable des équipes de développement de l'espace client chez Bouygues Telecom. Et donc, avant de laisser la parole à Karl et à Stéphane pour rentrer dans le cœur du sujet, je vais vous présenter le contexte de cette refonte. Alors, le contexte du projet. Et en fait, depuis 2014, mi-2014, Bouygues Telecom s'est engagé dans un projet de simplification et de digitalisation. Donc, à travers ces mots de simplification et de digitalisation, on peut les voir à travers deux axes en fait. C'est la partie expérience client, donc les clients de Bouygues Telecom, et puis la partie transformation du SI. Alors pourquoi l'expérience client? Quel rapport avec la simplification et la digitalisation? C'est on souhaite développer une application qui est multi-device, donc ça c'est dans l'air du temps, hein, web, tablette et mobile, et surtout aussi omnicanal. Omnicanal, c'est le canal web pour nos clients, c'est le canal des centres d'appel pour nos conseillers clients et c'est le canal boutique, donc physique, pour nos vendeurs. Alors pourquoi multicanal? Ça veut dire que l'application elle est vue de la même manière, quel que soit l'utilisateur ou le rôle de l'utilisateur, pour que chacun ait la même vision et parle de la même chose et utilise les mêmes termes. Donc là, on va dans la simplification et aussi ça va dans le côté 360. Simplification aussi par le côté expérience client, donc le nouveau site a été développé, il a été repensé pour un usage beaucoup plus simple et performance pour la partie perf, comme on dit en technique, donc voilà, rapidité et tout ça, ça rejoint dans la simplification et la digitalisation. Donc si nos utilisateurs adoptent cette application, bah, on aurait quelque part gagné sur la partie digitalisation. Et après, sur la transformation du SI, il y a aussi le mot simplification et la modernisation. Aujourd'hui, le SI, il a été construit il y a très très longtemps, Bouygues Telecom, il date de 95, je crois. Il a évolué et hier, on était dans une architecture SOA. Aujourd'hui, donc depuis le mois d'octobre, on commence à être dans une architecture WOA. Donc c'est la partie modernisation. Je vais vous expliquer aussi après pourquoi WOA et SOA. Et dans la partie réduction des coûts, bah, c'est à travers cette simplicité et à travers cette application unique, on ne développera qu'une fois pour tous les utilisateurs de Bouygues Telecom, internes ou externes. Donc ça, c'est notre motivation. C'est un projet qui va durer 3 ans, donc ça a commencé cette année. Donc là, on arrive à la fin de la première année. On a franchi un certain nombre de jalons et une étape importante. Et il reste encore 2 ans pour tout transformer chez Bouygues. Hop. Alors l'existant, pourquoi on parle aussi de l'espace client? Là, on parle de l'espace client convergent, qui est le petit nom écho. Convergent, c'est par rapport aux lignes de marché, en fait. Hein. Avant Bouygues Telecom, on est en 2015, donc avant 2012, il y a un espace client par ligne de marché. Forfait bloqué, non bloqué, carte, fixe, UM, tout ça. Et à partir de 2012, on a créé un nouvel espace client qui est espace client convergent, basé sur une architecture SOA, donc des web services SOAP à l'ancienne, client-serveur. C'est du PHP sur le framework Zen, et donc je disais les web services. Alors pourquoi ça, on dit que c'est plus adapté et c'est plus performant aujourd'hui? Parce que derrière ces mots de web service, on traîne toute la lourdeur du SI depuis, on va dire, 95. On va dire ça comme ça, pour simplifier. Et un exemple très concret, c'est pour faire une action au niveau de l'espace client, donc au niveau du web, on traverse 5 à 6 couches de web service pour arriver au référentiel client
Donc vous voyez les allers-retours comme ça. C'était performant à une époque, hein, mais ce n'est plus. Ce n'est plus adapté. Avant d'aller sur la partie backbone, je disais pourquoi espace client, parce que l'espace client, en fait, c'est l'application qu'on a identifiée qui permet de driver Bouygues Telecom dans sa transformation pour répondre aux deux axes qu'on a vus ici, meilleure expérience client et une modernisation du SI. Alors pour faire cette transformation, il y a eu des réflexions, des benchmarks, tout ça qui ont été faits. Et dans la technologie, l'architecture WOA, il y a un an, c'était Backbone et Angular. Bon, je vais dire ça comme ça. On a regardé les deux, je vais utiliser le mot framework, on va dire ça comme ça. Et on a regardé tout un tas de benchmarks et quelque part c'est kiff-kiff en termes de perf, en termes de nombre de lignes de code écrites, ça dépend. Voilà. C'est à peu près kiff-kiff, je résume. Mais ce qui nous a fait pencher vers Backbone, c'est plutôt le côté, alors ça c'est ce que j'ai pu lire et entendre et voir sur le net, hein, c'est la partie maîtrise du code. C'est-à-dire que le code, on écrit plus de choses, effectivement, mais c'est plus compliqué. Mais par contre, on maîtrise ce qu'on écrit. On est censé maîtriser ce qu'on écrit. Alors que Angular, bon, il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de facilitateurs, des data binding, tout ça, qui fait que potentiellement on maîtrise moins. Mais la deuxième chose, c'est par rapport aux besoins qu'on a. Comme nous, on parle d'un espace client, on parle de parcours, on parle beaucoup de lecture de données, et il n'y a pas forcément réellement besoin de tous ces mécanismes de data binding et autres. C'est assez spécifique en fait. Et puis la troisième chose qui nous a fait choisir Backbone, c'est le fameux Angular 2, où à l'époque, quand on a fait le choix, c'était au mois de janvier-février. Et à l'époque, Google a annoncé comme quoi il y aura Angular 2 au mois de septembre, le mois de sortie de notre projet, et qu'il n'y aura pas de rétrocompatibilité avec le 1 point quelque chose. Donc on s'est dit, ok, on verra si Angular 2 est bien dans 2-3 ans. De toute façon, un site web, c'est 2-3 ans. Et donc, on va commencer sur Backbone, on démarre sur Backbone et on va tracer. Alors, en termes d'organisation, très rapidement, elle a pas mal évolué depuis le mois de janvier. Aujourd'hui, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus 3, 10 personnes dans l'équipe, dont 3 développeurs, un architecte technique qui est Stéphane, qui est ici. Les développeurs, d'ailleurs, je crois une bonne partie de l'équipe ils sont dans la salle, pas 50%, mais une bonne partie. Et elle a évolué dans le temps par rapport à l'état du projet depuis janvier. En janvier, on a fait un POC, donc là c'était une toute petite équipe. Au mois d'avril, comme ça s'est étoffé parce que les besoins commencent à être clairs. Au mois de juin, là on a mis des personnes en plus pour pouvoir tenir le jalon de la map d'octobre. Et on est en mode Scrum, Agile, avec un sprint toutes les 2 semaines. Bon là je vais laisser la parole à Stéphane et à Karl. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes de Zebia dans la salle, mais en tout cas, j'en profite ici, puisqu'on est dans le locaux Zebia, pour leur passer un petit merci, parce qu'ils nous ont quand même accompagnés sur les phases d'amont du projet, et qui nous a permis d'amorcer et initier le projet dans sa phase de réalisation. Attends, je fais le tour. À vous, messieurs. Voilà. Merci. Ok. Donc maintenant on va parler de rework. Donc pourquoi rework? Parce que plein de choses ont évolué, comme il a montré, l'équipe a augmenté et même au niveau du code, beaucoup de choses ont changé. Donc ça commençait par en janvier, donc il y avait la création d'un POC, voilà, juste pour valider la technologie, et ensuite une première version avec Backbone et Thorax. Je ne sais pas si quelqu'un connaît Thorax. Voilà, bon, moi je ne connaissais pas. Et donc c'était un choix, c'était pas forcément mauvais. Donc dans cette première version, il y avait déjà le développement de l'authentification via OAuth, enfin avec un SSO.
et quelques pages qui étaient déjà développées. Donc un dashboard, une synthèse de la ligne sélectionnée, si on a plusieurs lignes, un menu de navigation global au site, et enfin le système responsive utilisant la librairie Knax, je crois, ouais, Knax CSS, si quelqu'un connaît. Donc voilà, ensuite, il y a eu en juillet 2015, à l'arrivée de moi et Stéphane, un shift technique. Donc, en gros, on a changé le choix des librairies, du socle. Donc, pour certaines raisons, par exemple, on a changé Thorax par Marionnette parce que l'écosystème de Marionnette était plus maintenu et avec beaucoup plus de développeurs sur Marionnette. Donc, plus tard, pour maintenir l'application, ce sera beaucoup plus simple de trouver du monde si nous, on ne travaille plus sur le projet. Il y avait un namespace global. L'architecture était faite sur un namespace global, donc une grosse variable avec des objets imbriqués à l'intérieur. Donc on a choisi de passer sur Require.js voilà, pour modulariser et pouvoir alléger les exécutions. On a un workflow avancé avec Grunt, donc on n'utilise pas Gulp, mais par souci de simplicité, parce qu'on avait déjà des architectures en place, il suffisait de la placer sur le projet, et pour la rapidité d'exécution, c'était plus simple. Et enfin, des tests unitaires, Karma, j'imagine un peu tout le monde connaît, donc le couple de Karma pour run les tests, Mocha comme système de langage d'écriture de tests, Kai pour rajouter les nomenclatures should, expect, et sinon, j'ai toujours pas trop compris qu'est-ce que c'est ça. C'est pas grave. Les contraintes. On avait pas mal de contraintes sur le développement du projet. Quand on est arrivé, on avait une map prévue 3 mois plus tard. Et on avait toute une refonte à réaliser du socle de l'application, tout en intégrant des nouvelles fonctionnalités. Donc justement, les sprints de 2 semaines, à chaque fin de sprint, on avait une démo fonctionnelle à réaliser pour prouver aux autres services que on allait y arriver et qu'on allait de l'avant. Donc ça, c'était une assez grosse contrainte, surtout quand on est en train de revoir toute l'architecture. La construction des ressources que l'application consomme se faisait en parallèle du développement du projet. Donc on avançait par rapport à ça. Et il fallait cohabiter avec certaines parties de l'espace client actuel, puisqu'on ne pouvait pas tout développer d'un coup, forcément. Et vu qu'on est arrivé en plein milieu de l'été, les congés d'été, ils n'ont pas aidé à réaliser ça encore plus rapidement. Donc les besoins fonctionnels de l'application, il y avait un besoin de, c'est pas forcément dans un ordre de priorité spécifique, mais il y avait besoin d'intégrer du marketing ciblé sur certaines pages à différentes zones, en utilisant là une solution open source, Revive Ad Server. La sécurité, bien sûr, donc HTTPS et SSO, sachant qu'on a une application complètement statique, full SPA, donc pas de serveur, donc tout est exécuté côté client. Donc intégration et interconnexion avec Salesforce, CRM, si je ne me trompe pas, pour les conseillers de clientèle et conseillers de banque. Voilà, donc une intégration avec leur système et leurs API. Donc là, avant, c'était une architecture utilisant des web services. Et aujourd'hui, on utilise une architecture, enfin une API REST côté serveur, qu'on consomme en faisant des requêtes XHR classiques. Donc bien sûr, la cohabitation avec l'espace client, donc ça j'en ai un tout petit peu parlé, on va revenir dessus beaucoup plus tard. Et il y avait un besoin de monitoring, donc pouvoir suivre les performances justement pour pouvoir prouver que les solutions choisies étaient mieux que l'existant. Et enfin des analytics pour pouvoir suivre le comportement des utilisateurs sur l'application. Donc, on va passer à un peu de technique, puisqu'on est quand même là pour ça. L'environnement chez Bouygues est très complexe, beaucoup de serveurs, plein de serveurs. Donc,
souvent on parle de dev, recette, prod. Bon, bah, là, on a 5 environnements différents qui sont aussi multipliés pour chaque. Donc dev, recette, intégration, pré-prod et prod, qui vont être ciblés à différentes versions de l'application pour que différents services puissent faire les tests à des niveaux précis du développement d'intégration avec les systèmes que eux développent. Donc plein d'URL, plein d'API différentes sur lesquelles il faut taper, et donc ces configurations nous permettent de déclarer facilement toutes les différentes URL des API qu'on utilise. Donc on utilise un système de I18N. Bon, il n'y a qu'une seule langue parce que Bouygues pour l'instant n'a qu'un marché français. Je ne sais pas si c'est amené à passer à l'international. Bon, au moins c'est préparé pour. Et donc on voulait surtout séparer tous les champs texte du code pour que n'importe qui puisse les retoucher dans des fichiers déclaratifs sans avoir à toucher au code et tout casser. Donc on utilise un format YAML pour tout ça et qu'on compile avec des tâches grunt, tout simplement. L'application, vu que c'est une SPA, tout est côté client, au début elle doit effectuer des vérifications avant de pouvoir se lancer. Donc on a fait un petit sorte de bootloader qui se lance en tout premier. Et qui va permettre donc de faire plusieurs vérifications, donc notamment l'authentification, vérifier si la personne est authentifiée. Dans le cas contraire, on l'envoie sur une page de connexion. Et tester le profil du client, donc selon le type de client qui se connecte, on va le rediriger vers d'autres pages. Là, vu qu'on est en bêta, pour l'instant, on valide que l'utilisateur qui se connecte a bien voulu participer à cette bêta. Dans le cas contraire, on le renvoie sur l'espace client actuel. Et après, il y a toute une initialisation de certaines données de session propres à l'utilisateur. Maintenant, je vais laisser Stéphane vous parler un petit peu plus en détail du système d'authentification. Ouais. Bon, on a déjà pas mal parlé, en tout cas des termes. Donc, on utilise un SSO. Donc, après, le protocole qui a été choisi, c'est l'OAuth 2, et l'authentification, ça va passer par les JSON Web Tokens. Et on est en HTTPS, ce qui est plutôt important quand on utilise les JSON Web Tokens. Donc le token, il est généré et signé par le serveur. Donc après, ce qui se passe, c'est que le serveur, donc après, je ne sais pas si vous connaissez les JSON Web Tokens, mais en fait, on va le décrypter côté client. Donc on a la clé publique qui est envoyée par le serveur et on va pouvoir faire des petites vérifications. Donc on utilise la librairie JSR Assign. Donc il y a tout ce qu'il faut pour gérer les JSON Web Tokens. Si jamais vous ne connaissez pas, allez voir le site jwt.io. Ça va vous donner pas mal de choses et ça aide pas mal quand on doit débugger les JSON Web Tokens. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, le JSON Web Token, en fait, c'est lui qui va comporter un certain nombre de claims. Donc les claims, c'est le terme qui est utilisé par la RFC pour les JSON Web Tokens. Mais donc en gros, il y a un certain nombre d'attributs, dont la date d'expiration. C'est-à-dire que du coup, c'est le serveur qui nous renvoie en fait avec le JSON Web Token. Du coup, en fait, il suffit d'aller lire le token pour avoir la date d'expiration. Donc par exemple, on peut extraire certaines informations au niveau de l'utilisateur, comme par exemple son login. Donc après, c'est vous qui voyez en fait. Si vous utilisez les web tokens dans vos projets, après, les JSON web tokens, il faudra voir du coup ce que vous voulez mettre comme données. C'est à peu près libre pour les claims. Au niveau de l'authentification, le mécanisme qu'on a utilisé, du coup, c'est qu'on va récupérer le token. Donc soit il est dans le session storage, soit en fait c'est via le hôte, on l'a récupéré dans l'URL. Donc au moment où en fait on démarre l'application, ce qu'il expliquait par le système de bootloader, c'est qu'on va vérifier le token. Donc c'est au moment où on lance l'application qu'on va aller le lire, qu'on va le décrypter. Et donc après, si jamais on voit que le token n'est pas présent ou qu'il est invalide ou qu'il est expiré, donc on va rediriger vers la mire d'authentification. C'est à peu près aussi simple que ça. Alors oui, ce qui se passe, c'est que quand on s'authentifie via le hôte, en fait, hôte nous renvoie le JSON Web Token, mais va aussi nous renvoyer un access token. L'access token va être rajouté du coup via des headers HTTP, et ça veut dire que toutes nos requêtes via des API du coup seront authentifiées. Et donc après, c'est au niveau du SI que ça sera, si le token n'est pas validé, du coup, ça sera le SI qui nous dira c'est bon ou c'est pas bon. Et donc du coup, si jamais c'est pas bon, quand on fait un XHR, on va recevoir un code 401, donc on sait que en gros l'utilisateur n'a pas l'accès, et donc on va rediriger vers la mire d'authentification. C'est à peu près la seule chose qu'on a à faire. L'API, c'est toi.
On se passe la balle un petit peu. Donc l'API, donc tout ce qui est côté serveur, donc ils ont fait un choix d'utiliser du REST, qui est bien éprouvé, et notamment une version spécifique du REST, le HATEOS. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu. En particulier, donc d'habitude on fait une requête sur une ressource, on reçoit un JSON avec les attributs de la ressource qu'on a demandé. La particularité du HATEOS, c'est qu'il va également distribuer une série de liens rattachés à cette ressource pour pouvoir requêter les autres informations qui sont liées à cette ressource. Donc les jointures, en quelque sorte. Ça fait que on a des avantages par rapport à ça. C'est une API autodécouvrante. On n'a pas besoin de connaître tous les points d'entrée, donc toutes les URL des ressources. On a un seul point d'entrée et par rapport à ça, on va déterminer tout le reste. On a aussi quelques inconvénients. C'est qu'on va faire beaucoup d'appels, notamment un appel par ressource. Donc ça, c'est déjà le cas avec REST. Ce n'est pas forcément le fait d'utiliser du HATEOS qui change ça. Dans le développement, sur le projet, il y a eu un choix, c'est de, en première phase, dans ce nouvel espace client, uniquement faire des requêtes GET, donc uniquement de la lecture. Donc c'était un choix simple et dur. Et toutes les requêtes POST, PUT, DELETE, elles sont envoyées à l'espace client actuel. On va expliquer plus tard comment c'est fait. Il y a des avantages à ça. Donc, le fait d'être en lecture uniquement, ça fait qu'on peut faire des cycles de livraison plus rapides de l'interface, puisqu'on va principalement développer de l'interface et pas beaucoup d'autres choses, pas de formulaire, donc pas de validation. Voilà. Ça a un impact réduit sur la sécurité. Donc, vu qu'on fait que de la lecture, le fait qu'on fasse des erreurs dans notre code, c'est à part l'affichage qui plante, ça va. Oui, c'est grave aussi. Et en fait, on suit le cycle de livraison des ressources. Les ressources restent du système sont développées en parallèle. Et donc, dès qu'ils nous livrent des nouvelles ressources, on les intègre dans l'interface. Il y a des inconvénients, c'est que vu qu'on n'a aucun formulaire, forcément, dès que quelqu'un va appliquer une modification à son compte ou à sa ligne, on serait obligé de le rediriger vers l'espace client actuel. Donc, il y avait quelque chose à trouver au niveau de l'expérience utilisateur. Donc, pour les templates, donc, on utilise Handlebars. Tout le monde connaît Handlebars. On compile ces templates avec Grunt. On inclut le runtime Handlebars dans le navigateur pour pouvoir les rendre dynamiquement. On a beaucoup de helpers qui sont spécifiques au métier pour vraiment appliquer les logiques métiers de Bouygues. Et bon, quand on compile, on génère un seul fichier JS qui contient toutes les templates. Voilà. Le renderer, Marionette Renderer, centralise l'endroit où on va exécuter les rendus de nos templates. Alors pourquoi nous on le surcharge spécifiquement pour pouvoir utiliser Handlebars au lieu des templates. Ouais. Et donc pourquoi surcharger ça? Déjà, c'est parce qu'on utilise Require.js et du coup, au lieu d'avoir une dépendance sur chaque vue sur le moteur de template, et là c'est uniquement le renderer qui va avoir une dépendance sur le moteur de template. Donc il y a un meilleur découplage des vues et des templates par ce fait. Et donc on utilise une référence au lieu d'une méthode qu'on passe à l'attribut template d'une vue. Donc par exemple une item view classique qui serait avec ouais.
Et sinon, aujourd'hui, nous, on passe uniquement une string à template, et donc automatiquement, avec le renderer, ça va interpréter cette string et faire le rendu de la vue. Voilà, donc pour vous montrer une implémentation un petit peu simplifiée par rapport à ce qu'on a vraiment, c'est tout simplement une surcharge de la fonction render du renderer qui reçoit un nom de template et des data, un objet qui va être les attributs du modèle en général. Et là, on a défini une méthode renderString qui, elle, tout simplement, va appeler ce qu'on appelait à l'origine avec directement dans la vue, en fait. Voilà. Les bus event. Donc on utilise un bus event qui nous permet de centraliser la distribution des événements. Donc j'imagine que vous connaissez tous Backbone Events, qui est un très bon exemple de ce genre de truc. Ou dans Marionette, Backbone Breaker, ou bientôt Backbone Radio, si au passage, bah, c'est vrai. Donc tout ça, ça permet uniquement de pouvoir déclarer des événements et des listeners un peu partout dans son code pour permettre un meilleur découplage des différents composants et des vues, qu'elles communiquent d'une façon centralisée ensemble. Nous, on a fait le choix d'utiliser PostalJS au lieu d'utiliser ce qui existe déjà dans Backbone ou Marionette. D'un côté parce qu'on a les channels. Alors oui, il y a les channels dans Backbone Radio, mais on a trouvé que Backbone Radio était beaucoup trop complexe pour ce qu'on avait besoin. Et dans les noms des événements de PostalJS, on peut déclarer des wildcards. Donc c'est très pratique pour écouter plein d'événements d'un seul coup, avec un seul listener. Les événements PostalJS sont représentés par un seul objet. Donc pas comme dans Backbone Events où tu as une string qui va être le nom de l'événement et ensuite des datas qui sont passées. Là, tout est contenu dans un même objet et donc on peut très bien déléguer l'interprétation de cette enveloppe, c'est le terme utilisé par Postal, à plein de systèmes et le composer, l'étendre de plein de manières. Donc nous, un des cas d'utilisation, c'est la navigation. Souvent, on a envie de dire à l'application de naviguer vers une autre URL, donc c'est Backbone History Navigate. Mais au lieu que chaque vue, chaque clic déclare, utilise cette méthode directement, on l'a extrait dans un helper. Et donc, par exemple, si on déclare une méthode qui écoute un clic, on va juste pouvoir dire bus publish navigate en passant des datas. Alors là, c'est une abstraction qui recrée l'objet d'enveloppe. Oui, c'est pour des besoins spécifiques. Et là, par exemple, on a un routeur Marionnette. Bon, c'est un peu pareil que le routeur Backbone, qui va écouter cet événement avec le bus subscribe et a en fait exécuté directement sur le routeur la méthode navigate, sur l'instance du routeur. C'est aussi, vu qu'on fait du require, au lieu de mettre des dépendances partout, et ben on centralise la communication via ce bus, d'une façon très pratique. Le monitoring, donc j'avais parlé qu'on avait besoin d'avoir des analyses de perf, et donc on génère des logs depuis la SPA en envoyant des requêtes, notamment des logs sur le fonctionnel, sur qu'est-ce qui s'est affiché dans l'application. On ne peut pas vraiment parler de page vue, vu qu'il n'y a qu'une seule page, et puis après tout se fait en JavaScript. Du coup, on va plus parler de blocs, de l'affichage de certains blocs dans les pages. Et bien sûr, des traces techniques, donc savoir la performance. Là, c'est plus est-ce que les données sont plantées ou pas, et le temps qu'elles ont mis à répondre. Ouais. Donc tout ça, c'est stocké dans un Elasticsearch, et puis on a une visualisation en utilisant Kibana. Donc là, une petite vue de ce que ça peut donner. Donc là, on peut voir, on ne va pas voir très bien, mais là, on trace le nombre d'appels sur différents blocs. Donc on va voir l'initialisation de l'application qui se trouve en vert ici,
Donc combien de fois le bloc d'initialisation du cœur de l'application a été appelé. La synthèse multiligne équipement, donc aller récupérer le téléphone, quel téléphone il correspond à quel numéro. Donc ça, on voit que c'est appelé beaucoup plus de fois, parce que si la personne a 5 lignes, ça va appeler une fois l'initialisation, mais 5 fois la demande d'équipement par rapport à une ligne. Donc voilà, après on peut simplement faire des tris et voir par rapport au type de l'utilisateur, par rapport au type de ligne, plein de sujets différents, trier les informations. Voilà, c'était juste pour avoir une visualisation de ce qu'on utilise. Maintenant, on va parler de la cohabitation entre l'espace client actuel, Echo, et A360. Donc, je te laisse la main. Par rapport à tout à l'heure, ce qu'on voyait là, pourquoi on a aussi découplé le backbone History Navigate, on verra aussi du coup pourquoi en fait c'est pas simplement pour juste une vue d'esprit, c'est qu'après on en avait vraiment besoin, il y avait une logique assez complexe derrière. Donc là l'idée c'est qu'on doit faire, ce qu'on a dit c'est qu'on on fait aucune requête de modification, tout est porté en fait par Echo, donc l'espace client actuel. Donc il faut en gros intégrer toute la logique de modification dans le nouvel espace client, mais en fait, tout en déléguant les appels du coup à Echo. Donc comment ça peut se faire? Soit ça va être un lien vers une autre page. Donc après, on va vous montrer des screenshots pour que ça soit un peu plus parlant. Ça peut être l'ouverture d'une fenêtre, donc par exemple sous forme d'une pop-up. Ça peut être une redirection vers une route interne pour que l'utilisateur reste dans la SPA, mais qu'il aille chercher l'espace client actuel, mais tout en restant dans la SPA. Ou ça peut être aussi par l'ouverture d'un bloc, donc dans le contexte de sa page. Donc là, si par exemple on prend la page, donc là c'est la page info perso, tout ce que j'ai mis en rouge, c'est des liens qui vont en fait, qui sont liés en fait à l'espace client actuel. Je ne vais pas arrêter de me tromper. Donc ça, c'est la vue du nouvel espace client. Et tout ce que j'ai souligné en rouge, c'est donc des liens vers l'espace client Echo. Et donc après, suivant le lien, ça va être différents traitements. Donc là, par exemple, là c'est un cas où, par exemple, quand on va accéder à nos factures, en fait, ce qu'on ne voit pas, c'est que voilà, ici, cette partie donc, qui est surlignée en jaune, en fait, c'est l'espace client, c'est le parcours du coup sur Echo des factures qu'on va charger sous forme d'iframe. Après, il y a plein de problématiques liées au fait de charger du coup l'espace client actuel sous forme d'iframe. On va en parler un petit peu. Donc là, par exemple, là, c'est quand on clique sur ce bouton. Ici, en fait, on va injecter donc une iframe, mais c'est un bloc en fait. C'est quand on clique sur le bouton qu'on va injecter l'iframe à ce niveau-là pour que l'utilisateur, ça soit en fait pour améliorer son expérience utilisateur. Donc au niveau de la cohabitation, du coup notre problématique c'est que A360 est utilisé par différents profils. Donc on a vu, on a les clients, on a les conseillers de clientèle et les conseillers de vente. Donc ces trois profils assez différents. Et le chargement aussi, c'est-à-dire que l'application va être soit chargée sous forme d'application web, donc le site, c'est comme pour ça pour le client. Pour les conseillers de clientèle, ça va être une iframe dans Salesforce, c'est-à-dire que l'espace client est une iframe dans Salesforce. Voilà. Et pour les conseillers de vente, c'est une WebView dans une application métier sous tablette. Donc c'est encore autre chose. Et donc les liens vers Echo, donc il va dépendre du profil de la personne. Donc suivant que vous êtes client, donc du coup CDC ou CDV, qu'est-ce qui peut changer le lien? Les paramètres qu'on va passer dans le lien, donc par exemple la query. Le comportement aussi au niveau de l'affichage, peut-être qu'en fait ça va être une iframe parce que vous êtes client, mais peut-être que si c'est vu depuis, si vous êtes un conseiller de clientèle ou de vente, ça sera affiché sous forme d'une nouvelle fenêtre, ou parfois on a certains liens où si on va ouvrir une nouvelle fenêtre, un nouvel onglet, ou même recharger carrément la page. Et tout ça, du coup, ça va dépendre du parcours et du profil. Et donc en gros, on a une 60aine de parcours utilisateurs intégrés. Donc la solution de retenue, c'est paramétrer du coup suivant le profil du client et aussi paramétriser les comportements. Est-ce que c'est une iframe? Est-ce que c'est du coup une nouvelle page? Est-ce que c'est un bloc? Et donc pour faire ça, on a utilisé les fichiers de configuration. Donc c'est exactement comme en fait c'est comme on a vu tout à l'heure. Donc on utilise des YAML et donc on va avoir une gestion des paramètres, tout ce qui est les liens. Et c'est pareil. Est-ce que les liens, ça peut être des liens internes donc qui vont être portés par un routeur backbone pour après aller charger les bons parcours au niveau d'Echo. Tout ça, c'est pour en fait que l'utilisateur ait la meilleure expérience. En fait, c'est pour améliorer l'expérience utilisateur. Qu'il n'ait pas en fait à sortir de la SPA pour aller ouvrir l'espace client. Sinon, on aurait un peu failli sur ce point-là. Donc, je vous montre un peu de configuration. Du coup, on a différents types. Par exemple, le type iframe, ce qui se passe, c'est que par défaut, on sait qu'on va devoir charger l'espace client en lui passant ce paramètre-là dans l'URL pour que l'espace client actuel sache que ça va être chargé en iframe. Donc après, on a des choses en interne pour nous, pour savoir qu'on est en iframe.
Donc par exemple, si c'est une nouvelle page, en fait, on manipule des configurations. Donc c'est pour ça qu'on a donné une clé qui est plus facile pour nous à manipuler. Et après, toute la paramétrisation sera faite via des fonctions qui iront lire cette configuration. Donc par exemple, une nouvelle page, ça va être un target blanc. Alors une petite astuce qu'on a utilisée, c'est que d'utiliser en fait au final le data target, ça va être un attribut qui va être ajouté sur les liens. Et le backbone history navigate, ça va nous servir à ce niveau-là. C'est-à-dire que quand on voit qu'on a une target qui n'est pas une target blank, self ou des choses comme ça, du coup on va pouvoir avoir des comportements spécifiques. Alors je passe un peu parce que le temps presse. Du coup self, voilà, window, et on a un dernier truc qui est widget. C'est quand on veut charger des blocs, des iframes dans des blocs dans la page. Donc ça c'était par rapport aux différents comportements. Là maintenant du coup on a les profils. On a le profil client, par défaut c'est un iframe. Le CDC c'est window. On a le CDV c'est en iframe aussi. Et je crois qu'on a un petit problème au niveau des liens. Ah oui non, j'ai enlevé un truc. Et en fait à chaque fois il y a une query par défaut, c'est de dire les CDC, les CDV, en fait ils n'ont pas accès au login du client. Donc en fait il faut que nous on rajoute ça par défaut pour que l'espace client actuel puisse savoir en gros quelle est la personne qui est consultée. Et du coup après on a un mécanisme de surcharge parce que donc là par exemple si je prends la réinitialisation du code parental, on doit rajouter une query spécifique à ce lien là, et en plus pour le user qui est en client on va dire qu'on est en type widget alors que par défaut il est en type iframe. Ça paraît assez complexe, il y a une certaine complexité mais après ça nous permet après de gagner en simplicité sur le code. Vous allez voir pourquoi. Je vais compléter un truc. Effectivement tout à l'heure je parlais de simplicité, vu à travers tout ça, ça n'a pas l'air simple. Mais en fait, c'est simple, il faut que ce soit simple pour l'utilisateur. Et pour faire quelque chose simple, forcément, on passe par des choses compliquées. Et encore ça, c'est une étape transitoire. C'est-à-dire que la cible, c'est comme la SPA. Donc le temps, je lui ai dit, c'est un projet sur 3 ans, mais sur la première année. Et donc tout ce qui est dans Echo aujourd'hui, demain, ils seront en full SPA et on va y arriver. Mais en attendant, il faut qu'on fasse des choses compliquées pour rendre les choses simples. Voilà. Donc pour que l'utilisateur ait la meilleure expérience possible. Donc là, par exemple, si je prends le parcours du changement de mot de passe pour le user, donc, par exemple là, pour le CDC, on va utiliser ça. Et après, ce qui était intéressant, voilà, c'est par exemple pour le client. Donc là, en fait, quand il fait un changement de mot de passe, en fait, on va changer la SPA. En fait, on recharge la SPA, en fait, en lui chargeant le parcours du coup de changement de mot de passe. Donc là, on voit, on a une paramétrisation en plus en interne. Voilà. Donc la mise en place des liens, du coup ce que tu disais, donc on a 60 liens à mettre en place, en interne ou en externe. On a 3 types de profils principaux, donc en fait ça fait 180 boutons en gros. Si je simplifie, en gros on a 180 liens, ce qui est juste pas possible. Donc il doit y avoir une solution plus simple et plus propre. Et donc en gros, on en revient du coup aux marionnettes behaviors. On va pas parler de tests, parce qu'on n'a pas le temps et puis ça a déjà été couvert. Juste pour montrer comment ça se passe simplement, puisque pour le coup après la mise en place c'est simple. C'est-à-dire qu'on a un lien, du coup ce qu'on va faire c'est que nous on utilise ce ciblage-là, data-link-type external. Donc, comme ça en fait on est complètement abstrait de toute l'autre logique. Donc là on a simplement le lien, par exemple changer le mot de passe. Du coup après qu'est-ce qui se passe, c'est que le lien en fait, le problème c'est qu'Handlebars, à la base la problématique qu'on avait c'est que changer le lien, on aurait pu faire des if-else mais il fallait même changer le target. Puis après de fil en aiguille on s'est rendu compte que c'était relativement complexe, du coup on a cette configuration qui a été établie une fois pour toutes, qui a été validée, donc là elle ne bouge plus pour le moment. Et après tout ce qu'il suffit de faire c'est de paramétrer avec la clé qu'on a vu, par exemple changement de mot de passe, on va dire que notre lien du coup c'est changement de mot de passe, et après on n'a plus rien à faire au niveau de notre template. Par contre pour que ça marche, il faut câbler ça, donc on va utiliser un behavior. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, ça c'est encore autre chose. Je pensais pas avoir mis ça. Mais voilà, ce qui se passe c'est que quand le behavior est passé, il nous a injecté le href, donc là j'ai simplifié, donc il y a un lien. Il a mis la query qu'il fallait, qui a été du coup créée à partir de toute la configuration, et il a été mettre le target du coup self comme ça a été mis dans la configuration. Et donc là on ne fait rien du coup au niveau du template à part mettre le data-link. Et après, du coup au niveau de notre vue, donc on simplifie, donc là on utilise toujours pareil le behaviors, et là on a un behaviors, donc là on l'appelle echo button parce que du coup c'est interne chez nous. Tout ce qu'on fait c'est qu'on va appliquer le behavior. Alors, si c'était que ça ne marcherait pas. Mais... En fait on aurait déjà les liens mais on n'aurait pas le problème qu'on a c'est que suivant les blocs, on va devoir paramétrer, injecter par exemple le login, injecter le numéro de contrat, injecter certaines valeurs qui vont être dépendantes du contexte. Et du coup ce qui se passe c'est qu'en fait le behavior, ma problématique que j'avais c'est que le behavior, normalement les données qu'on lui passe elles sont statiques. Et du coup, en tout cas, elles sont figées une fois qu'on lui passe, et du coup, nous, il fallait que ça soit dynamique.
Et donc c'est-à-dire que le behavior, comme il peut interagir avec la vue, il va appeler cette méthode-là quand il génère le lien, et c'est à partir de là, la vue, c'est la vue qui est responsable de fournir les données qu'il faut au lien, au behavior. Et à partir de là, ça marche. Et en gros, on a juste ça à faire. C'est-à-dire que plutôt que d'aller faire 60 logiques différentes dupliquées, on utilise un behavior et un fichier de configuration. Donc là, je montrais un exemple tout simple, comment on a fait pour injecter le widget. Donc toujours pareil, on a notre lien du coup avec le data link type. On va dire qu'on veut utiliser le lien du coup pour initialiser le code parental. Et tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté du coup un attribut supplémentaire en disant que du coup on veut cibler sur un widget et on a ajouté notre widget. Et du coup le behavior va savoir que du coup c'est un widget, il va aller lire cet élément-là qu'on pourra lui avoir passé et du coup à partir de là c'est lui qui va gérer toute la logique. Injecter l'iframe. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire d'autre là-dessus? Je ne sais plus. C'était par rapport à cette histoire de pourquoi on a ce bus d'événements. C'est-à-dire que quand on clique sur des liens, c'est justement le... Si on a un lien normal, il faut que ça... Je veux dire, si on a un lien avec un href classique, il faut que ça puisse passer. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a toute cette abstraction. Du coup, oui, j'avais rajouté ça au niveau des iframes. On a plusieurs iframes à différents endroits. Et donc du coup, ce qu'on a fait, c'est que le mécanisme d'injection des iframes va passer à... En fait, on va utiliser une marionnette item view. La problématique qui est intéressante de savoir, c'est que si vous voulez, et d'ailleurs ça c'est pas que spécifique aux iframes, les événements onload, onresize et onMessage ne sont pas supportés en fait par la propriété events, par le hash de events des vues de Backbone. Du coup, en fait, il faut passer par des add event listener. Du coup, après, il faut se faire soi-même sa propre gestion pour nettoyer à la fin. En fait, quand votre vue est détruite, il faut faire un simple remove listener. Et un dernier point, en fait, Bouygues a en fait cette sticky bar qui est injectée sur tous les sites. Donc ça, c'est un code qu'on a injecté via simplement l'inclusion d'un JavaScript. Le problème, c'est que ce lien-là, en fait, on doit le toucher à son paramètre. Parce que du coup, dans le cas d'A360, le lien, il est différent. Donc il est porté par la configuration. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, il faut réécrire. En fait, on a un JavaScript qu'on appelle qui va nous injecter cette sticky bar. Le problème, c'est qu'on doit réécrire le lien et on ne sait pas en fait à quel moment ça va être l'élément va être injecté dans le DOM. On n'en a aucune idée. Et du coup, ce qu'on a fait pour pouvoir régler le problème, du coup, voilà, c'est ce que je disais, je viens de dire tout ça. En fait, voilà, le problème, c'est comment s'assurer que l'HTML est bien injecté. La solution, c'est d'utiliser les Mutation Observer. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. En gros, vous écoutez en fait un élément du DOM et vous allez voir en fait tout ce qui se passe à l'intérieur. Et du coup, c'est à partir du moment où en fait on a le Mutation Observer qui nous informe que là, on peut ajouter le lien. Et en gros, là, on a couvert à peu près tous les points importants. Vas-y, je te laisse conclure. Donc, après tout ce travail d'architecture complexe pour rendre l'utilisation la plus simple possible, on est arrivé enfin à notre première mise en prod, donc qui était début octobre. Et donc, ce qui était prévu, c'est de faire une ouverture progressive aux clients, ainsi qu'aux internes, donc les CDC et les CDV. Donc aujourd'hui, c'est à peu près tous les centres de CDC. Tous les centres CDC qui tous les sont. centres d'appel de Mutate utilisent l'outil. Donc il y a 5000 CDC qui l'utilisent, que ce soit en interne ou en externe, on a Tunis, Rabat et Ouais. Et puis les boutiques, là on commence, il y a 10 boutiques qui l'utilisent, Montparnasse, Belgique. Voilà, donc petit à petit, ça va continuer. Ça nous permet de remonter déjà les bugs, tout ça, vu qu'on avait fait que des tests en interne jusque-là. Et il y a eu enfin une communication au niveau des clients sur les réseaux sociaux et tout ça. Et si on se connecte sur l'espace client actuel, on voit un message, est-ce que vous voulez tester la bêta, qui vous renvoie sur la nouvelle interface. Et donc, je crois qu'il y a à peu près 3% des clients après 3 semaines, après un mois de prod, il y a à peu près 3% des clients qui sont là-dessus. Hein? Pour les clients, c'est 2 semaines. C'était 2 semaines. Ah oui, 2 semaines pour les clients. Ah oui. Ça fait un mois que les CDC l'utilisent, mais okay. Donc, on a une fin prévisionnelle de la bêta en janvier 2016. Donc, encore énormément de boulot de toute façon, plein de corrections à faire. C'est pour ça qu'il y a une phase de bêta de toute façon. Et il y a
pas mal d'axes d'amélioration au niveau des performances. Ouais, ah non, là c'est ce qu'on a déjà réussi à atteindre en fait. C'est par rapport à l'espace client actuel, vu l'architecture à la SPA, le temps d'attente avant le premier affichage de la page est fortement réduit. Le préchargement est à un peu moins de 0,5 secondes contre 2 secondes sur l'espace client actuel. Et en plus, à chaque fois qu'on navigue, c'est déjà chargé. Donc une fois qu'on l'a chargé une fois, il n'y a plus besoin de le charger. Donc les autres pages vont beaucoup plus rapidement. Parce que juste là, en fait, ce qui se passe, c'est que là, Echo, généralement, on va attendre 1 seconde 5 avant qu'il nous envoie quelque chose. Alors que là, comme c'est une SPA, du coup, c'est extrêmement rapide. L'affichage aussi est plus rapide là que là. Mais c'est vrai qu'on va y gagner beaucoup, juste déjà pour recevoir des données. Donc oui, bah forcément, il y a moins de données qui passent sur le réseau, vu qu'il n'y a que les données envoyées par le reste qui nous sont envoyées. Et donc ça fait une navigation beaucoup plus fluide, une meilleure expérience utilisateur. En gros. Et après, bah voilà, merci. Si vous avez des questions. Deux questions, en fait, vous en avez un peu parlé, mais en fait, j'ai du mal à voir la taille du site à remplacer. Et après, au niveau site de livraison, vous livrez genre toutes les 2 semaines, comment ça se passe? Alors là, ça nécessite autant de complexité et du coup, à quel rythme vous allez remplacer en fait? Bah, en fait, déjà, le fait est qu'on remplace plein de produits différents pour en faire qu'un seul, comme il a expliqué au début. Donc, il y a une plus grande complexité par rapport au type d'utilisateur, aux besoins que chacun de ces utilisateurs ont. Donc, une page, si c'est un CDC qui va aller dessus, il va avoir beaucoup plus de boutons ou d'autres informations différentes sur l'utilisateur. Par rapport à la taille du site, tout à l'heure, vous avez vu, l'espace client actuel, il a 60 parcours, donc type d'acte que le client peut réaliser par parcours, c'est pas... un changement de RIB, c'est un parcours. Un changement d'adresse de facturation, c'est un parcours. Ça va contenir le fait de choisir sur quelle ligne on change le RIB, le formulaire pour injecter le RIB, la validation du RIB, tout ça va être le parcours. Donc et ça, c'est l'actuel et on ne va pas encore toucher. Ça va arriver là, c'est les 2 prochaines années qu'on va commencer à toucher le parcours. Par rapport à ce qui a été réalisé aujourd'hui, qu'on parle effectivement que de la consultation, mais dans la consultation, qu'est-ce qu'il y a? Il y a déjà le profil du client, toutes les lignes qu'il y a le client, sa suite conso, c'est hors forfait, c'est conso de voix, des alertes personnelles, et tout ça, ça fait beaucoup d'informations à présenter de manière cohérente. En plus, derrière tout ce qu'on vient de faire, là, il y a est-ce qu'il y a une vingtaine de ressources qui ont été appelées? Oui, il y a une bonne vingtaine de ressources qui ont été appelées. Donc le travail n'est pas tant côté... Il y a aussi le travail côté front, il y a aussi beaucoup de travail côté... C'est pas la peine de désigner tout ce qu'il y a dans le site, il faut juste avoir une idée de l'ordre de grandeur de la taille, ce que ça fait. Et taille par rapport à quoi? Taille Oui, ça peut être une moyenne. J'ai bossé pour SFR, ça m'aide. Ah, d'accord. Est-ce que c'est taille en termes de méga? Mais en fait, vu comme ça, effectivement, c'est beaucoup d'informations que de la lecture, mais c'est surtout en termes de délai, là se trouve le challenge. En 3 mois, on a à peu fait tout un espace client qui est présentable à nos clients finaux. Parce que voilà, si on présente juste celui conso, ils vont dire foutez notre gueule, c'est pas intéressant le truc. Quoi. Donc là, il faut qu'on ait une histoire à raconter. Et donc, c'est ça qui fait que c'est le délai plus tout ce qu'il y a à faire et en plus des ressources qui sont développées. Vous mettez à jour régulièrement avec Chapelle et tout. Oui. Il y a une livraison toutes les 2 semaines. Oui. Là, on vient de faire une première mise en production au mois d'octobre, mais depuis octobre, il y a eu 3 sprints. Ouais. Les 2 semaines, on mettait en production quelque chose. Ouais. Et c'est le rythme qu'on souhaite garder aussi. Et pour le développement, on a un déploiement continu. Donc dès qu'on fusionne une branche sur la branche dev, ça va déployer automatiquement, qu'on va étendre aux autres environnements. Donc c'est juste des tâches grunt avec des rsync. Vous avez des tests? On a des tests unitaires et des tests, un début de test fonctionnel utilisant Selenium où
ou d'autres méthodos. On est un peu en train d'expérimenter là-dessus. Ça donne quoi en termes de couverture? De couverture. On a fait ça en 3 mois, la couverture. Elle est, ouais. Disons qu'on a... C'est important, genre tout ce qui est authentification, on l'a testé unitairement. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, tout ce qu'on appelle le bootloader, en fait, c'est l'idée de faire toute la validation. Ça a été fait et après... voilà. C'est ça. Il y a quand même pour pas l'instant. mal logique. Après, il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est qu'en fait, toute la logique, elle n'est pas dans Backbone. En fait, on a tout un système de fonctions qu'on va appeler et qu'on peut tester facilement. On a déjà fait un travail en amont pour pouvoir tester après derrière. Donc, quand toute la logique métier surtout. De pouvoir dire est-ce qu'un client a un forfait bloqué, a un forfait non bloqué, a une B-Box, est éligible à des week-ends data gratuits pendant 3 mois. Tout le monde? Ok. Venez chez vous. Oui, donc toute cette complexité-là, on l'a déportée dans des fonctions spécifiques simples à tester. Et donc on sait que si on teste bien cette partie-là, ça va coûter. Et du moment que ces fonctions sont bien utilisées dans le reste, ces tests vont couvrir à peu près le reste. Bien sûr, on a le planning d'écrire plus de tests, mais c'est un peu dur à tenir en même temps qu'on livre beaucoup de fonctionnels. Ouais. Dans un sujet tout à fait différent, en fait, tu as dit tout à l'heure que tu décryptais le JSON Web Token côté client. Ouais. J'ai jamais vu faire ça, en fait. Avec les livres. Explique-moi un peu, en fait, parce que moi je t'explique comment je le vois. Hein. C'est un truc qui est crypté côté serveur, mis dans un cookie ou passé en paramètres. Ça peut être dans des cookies, effectivement. En fait, et renvoyé à chaque fois, quoi. Et genre, le client, lui, il sait pas ce qu'il y a dedans. Et genre, par exemple, typiquement, dans l'utilisation que j'en ai, tu appelles le /user, tu cliques ça, et tu vas voir l'utilisateur. Et visiblement, toi, c'est pas ça, quoi. Tu te passes de ça et tu as directement de la donnée. En fait, ce qui se passe, c'est que après, il faut voir qu'on est dans un mécanisme avec un SSO, c'est assez complexe le truc. C'est-à-dire que quand tu fais ta demande d'authentification, donc tu passes sur OAuth et OAuth, quand il te rappelle, il te passe le JSON Web Token dans l'URL avec l'Access Token et après, c'est fini. Il ne te repasse plus. Et donc, du coup, tu peux décrypter parce que quand tu fais les JSON Web Token, en fait, il y a 3 parties. Il y a la payload, il y a ta data. Bon, ta data est dans le payload, mais il y a tous tes systèmes de clés. Donc ça, nous, on ne va pas y toucher à cette partie-là. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que le serveur, lui, te renvoie sa clé publique. Et à partir de sa clé publique, tu peux regarder en fait le contenu. Donc après, on va extraire certaines données. Et après, ce qui se passe, c'est que, donc en plus, on a cet access token qui nous est renvoyé en même temps, qui va nous permettre d'identifier toutes les requêtes. Donc après, ce cas, c'est que c'est le SI qui va travailler. Donc, parce que la problématique, c'est que, en fait, il faut voir que la problématique qu'on a, c'est que nous, on va s'authentifier depuis A360, mais si tu vas sur Echo, le problème, c'est qu'il faut que Echo sache que tu es authentifié aussi. Oui, ça, c'est la deuxième question. Comment il sait, justement, c'est que tu lui passes dans les... Du coup, il y a les cookies, ça c'est toi qui m'en parlais beaucoup plus. Nous, en fait, on fait un peu abstraction de ça. Il y a un cookie lié au SSO, qu'on partage. La seule chose qu'on fait, nous, on fait un autorise au 2, et c'est O2 qui communique avec le SSO. C'est le SSO qui dit aux 2 c'est bon qui va connecter. Quand on va sur Echo, sur l'espace client, il dit Echo aussi communique avec le SSO. C'est un même cookie sur des sous-domaines? Sur un sous-domaine qui est lié au SSO. C'est le même token en fait qui transite du coup. Ce qu'on propose, c'est qu'on en parle. Vous avez plein de questions. Si vous avez d'autres questions, ce sera une joie de répondre autour d'une bière. Merci encore.